On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion-absorption avec mon invitée Mélanie Trouvé, avocate chez Chemarin et Limbourg. Mélanie Trouvé, bonjour. Bonjour. Nous allons aborder ensemble la question de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion-absorption. Tout d'abord, pour commencer, pouvez-vous revenir sur la jurisprudence fondatrice de la responsabilité pénale de la société absorbante? Oui, bien sûr, donc c'est une jurisprudence de la Cour de cassation qui date de novembre 2020 maintenant, qui a opéré un revirement de jurisprudence pour se mettre en conformité finalement avec le droit européen et avec une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui, elle, datait déjà de 2015 à l'époque. Donc la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne consacrait en fait la possibilité de transmettre la responsabilité de la personne morale absorbée qui avait commis une faute avant la fusion vers la personne morale absorbante. En droit français, on avait un peu de mal avec cette conception parce qu'on avait finalement, nous, une conception très anthropomorphique de la personne morale et les juges français considéraient que la fusion avait pour conséquence finalement la liquidation du patrimoine de la société absorbée, ce qui empêchait un transfert de responsabilité vers la société absorbante. Donc la jurisprudence de la Cour de cassation est revenue sur cette vision anthropomorphique des choses et finalement la Cour de cassation a considéré depuis 2020 qu'il y a effectivement un transfert de patrimoine entre la société absorbée et la société absorbante et une continuité économique entre les deux entités, ce qui permet in fine un transfert de responsabilité vers la société absorbante. Alors, il y a un autre arrêt important, un arrêt du 29 avril 2025, qui permet de mieux comprendre les arrêts que vous venez de citer de 2020 et 2024, notamment sur les aspects procéduraux, et qui pose la question d'une responsabilité du fait d'autrui. Pouvez-vous revenir sur cette décision et nous expliquer les enseignements? Oui, alors d'abord effectivement on avait eu cette jurisprudence de 2024, de mai 2024, très récente, qui permettait de voir à quel point finalement la Cour de cassation étendait le revirement qu'elle avait opéré en 2020. Puisqu'en 2020, il était certain que ce revirement s'appliquait aux sociétés anonymes, puisque la Cour de cassation faisait référence à une directive européenne qui visait les fusions-absorptions des sociétés anonymes. Et puis, il était assez patent également que ça concernait également les sociétés par action simplifiée, puisque en l'espèce, c'était une société par action simplifiée qui était concernée par cette jurisprudence. Et c'est en 2024, effectivement, qu'on a eu également une précision concernant les sociétés à responsabilité limitée. Et la Cour de cassation est venue nous dire que ça les concernait également. Donc on a quand même toute une palette assez large de formes sociales qui sont concernées. Cette jurisprudence, cette fois du 29 avril 2025, très récente, donc, montre que le champ de possibilités des questionnements ouverts en 2020 par la Cour de cassation est encore patent aujourd'hui, et notamment sur des points procéduraux, et en l'occurrence sur la question de l'effet dévolutif de l'appel de la société absorbée. Donc en l'occurrence ici, on avait deux sociétés condamnées en première instance sur la culpabilité sur la peine au sujet de blessures involontaires infligées à un salarié ayant entraîné donc 3 mois d'interruption totale de travail. D'accord. On a du coup ces deux sociétés qui ont fait chacune appel pour leur compte. La société absorbante d'une part, la société absorbée d'autre part, sauf qu'entre-temps, entre la première instance et l'appel, eh bien, elles ont fusionné. Donc ça a posé un petit souci à la Cour d'appel qui a fini par dire que l'appel de la société absorbée était irrecevable, ainsi du même coup que l'appel incident du ministère public. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une disparition de sa personnalité morale et donc une impossibilité de faire appel pour elle. Mais elle dit également, la Cour d'appel, que du même coup, la décision de première instance est définitive et que finalement il n'y a pas de possibilité pour la personne morale Donc absorbée. plus de voie de recours, c'est ça? C'est ça, plus de voie de recours, ce qui est quand même assez problématique au regard de notre droit français qui Bien justement prévoit un second degré de juridiction. Donc la Cour de cassation est venue casser partiellement l'arrêt d'appel. Elle dit effectivement la société absorbée ne peut pas pour son propre compte faire appel puisqu'elle n'existe plus. En revanche, la décision de première instance n'est pas définitive et l'appel de la société absorbante englobe finalement le cas de la société absorbée. Et comment est-ce qu'elle justifie ça, la Cour de cassation ? En reprenant finalement un principe assez basique, qui est l'effet dévolutif de l'appel et l'acte d'appel.
Et elle regarde l'acte d'appel de cette société absorbante et elle voit effectivement que c'est un acte d'appel très large qui ne circoncit pas l'appel à finalement uniquement la société absorbante, mais parle de manière plus globale de la société absorbée également. Elle regarde également les moyens qui sont développés par la société absorbante dans ses conclusions, et elle voit que ces moyens englobent également le cas de la société absorbée. Donc finalement, elle nous dit, cette cour de cassation, bien que la société absorbante peut agir pour le compte exactement de la société absorbée. Et elle vient enfin faire une petite précision un peu plus étonnante, elle vient guider en fait la juridiction de renvoi en disant que la juridiction de renvoi aura à statuer non seulement sur la culpabilité et la peine de la société absorbée, mais également sur la peine de la société absorbante, alors même que sa culpabilité n'a pas été cassée. Ce qui pose quand même une petite question sur notamment la condamnation effectivement du fait des agissements d'autrui, mais aussi sur le fait d'être condamné doublement pour une sanction de même nature, ce qui est prohibé par le code pénal, parce que en fait, la Cour de cassation ne fait pas de renvoi à cet article qui prohibe justement la condamnation à 2 amendes envers une même personne pour des faits de même nature, ce qui pose effectivement un souci sur le cumul de la peine. Donc cette jurisprudence, elle est très intéressante puisqu'elle renforce effectivement cette idée du second degré de juridiction et vient dire que la société absorbée a droit à ce second degré de juridiction, et elle est quand même aussi très importante pour la société absorbante puisque c'est in fine elle qui va subir les coûts bien sûr, de l'action. Exactement, donc il est important qu'elle puisse effectivement faire appel de cela. Alors on voit qu'il y a un mouvement jurisprudentiel sur cette responsabilité pénale des personnes morales. Il y a aussi la CJIP Areva Orano qui apporte d'autres éléments, qui consacrent pour la première fois un partage des obligations entre la société absorbante et la société cessionnaire et la société cédante pour des faits de corruption d'agents publics étrangers en l'espèce commis avant la cession. Est-ce que ça marque un changement de paradigme avec cette CJIP Areva Orano dans l'appréhension de la responsabilité pénale des personnes morales lors de restructuration? Ça montre que la justice négociée, finalement, s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation et prend le pas, en fait, sur, effectivement, la prise en compte de ces restructurations d'entreprises avant le jugement ou avant la convention judiciaire d'intérêt public. Et donc, effectivement, dans cette convention judiciaire Areva Orano, on a un partage des responsabilités qui est fait entre Areva qui supporte l'amende, Orano qui supporte le coût du contrôle et la mise en conformité, alors même que effectivement Orano n'était pas du tout responsable à l'époque des faits, mais il y a eu effectivement cette cession d'actifs qui est intervenue avant la convention judiciaire d'intérêt public. Est-ce qu'en définitive, il faut anticiper les risques juridiques des faits antérieurs à la cession voilà ce qu'on peut retenir un peu de ce mouvement jurisprudentiel et de la CJIP? Oui, bien sûr, anticiper notamment pour le dirigeant de la société absorbante, puisque in fine, c'est elle qui subira les risques. Alors, comment faire avec des audits juridiques de plus en plus poussés, ce qui n'est pas forcément facile, parce que souvent, il s'agit de faits qui sont dissimulés, donc effectivement, c'est un peu complexe à voir au moment d'une fusion. Et puis, on a aussi à mettre en place des clauses contractuelles lors de la fusion, notamment de déclaration et de garantie assez fortes pour essayer de se prémunir contre ces risques. Et puis, pour en revenir à la fameuse jurisprudence du 29 avril dernier, on a quand même une petite piqûre de rappel pour les avocats sur l'importance de l'acte d'appel, de sa rédaction, en fonction de la stratégie juridique qu'on veut mettre en œuvre. On va conclure là-dessus. Merci Mélanie Trouvé. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocate chez Chemarin et Limbourg. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.